Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue au cours de création de classes. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment créer nos propres classes, les implémenter, puis les utiliser par la suite. Donc, on avait déjà vu le principe d'utilisation de classes. Donc, quand on parlait de classes déjà préfaites, on avait le principe que dans une classe, il y a toujours deux bundles d'informations, les variables d'instance, les variables qui se rattachent, les caractéristiques, les entités, valeurs d'éléments, puis les méthodes, les comportements, les actions qu'on peut prendre avec ces méthodes-là. Donc aujourd'hui, on va regarder comment implémenter nos propres classes, puis comment par la suite les utiliser. Fait qu'on va commencer par se créer un petit projet juste pour travailler avec celle-là. Donc on se crée un petit projet de Java tout simplement. On peut commencer avec le command line app. Fait qu'on va se donner ici un nom de projet. Fait que moi je vais l'appeler, mettons, First Class. Pour être capable de travailler avec une première classe. Ici, moi j'ai mis un base package. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça implique. En gros, c'est l'emplacement d'une librairie, l'emplacement du module. Parfait. Fait qu'on ouvre ça ici. Excellent. Fait qu'on a ici notre méthode main qu'on avait. On peut évidemment rajouter des éléments comme on avait vu la dernière fois. Donc, si je décide d'afficher un élément quelconque, ok, parfait, je peux exécuter en cliquant sur le petit piton play sur le côté, puis ça l'exécute ici. J'ai-tu oublié quelque chose? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tout ça c'est bon. Toujours le fun de faire un projet de base puis que ça marche pas. Est-ce qu'il manquerait la bibliothèque en haut? Importer la bibliothèque à quelque part? Le système est inclus automatiquement, donc OK. ici il dit qu'il ne trouve pas la classe que je viens tout juste d'écrire. Intéressant. Attends, je vais voir si c'est juste parce que j'ai recréé un projet par-dessus un que je venais tout juste de nommer. Attends, on va se mettre aussi juste en 1.8, juste pour être certain qu'il n'y ait pas rien de fourberie. On prend ça ici. Ok, fait que des fois, IntelliJ fait des choses bizarres. Fait que on se posera pas trop de questions. Ok. Woo. Donc, on a ici notre code par défaut habituel. Ok. On est beau, on est bon, ça va bien. Fait que là, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer notre propre classe, puis l'utiliser à l'intérieur de notre projet. Donc, pour être capable de créer une nouvelle classe, il va falloir créer un nouveau fichier .java. Okay, donc ici, on peut voir que ici, on a une classe main, hein, ça dit la classe est main, puis c'est dans le fichier main.java. Ben, si on veut se créer une nouvelle classe, on va se créer un nouveau fichier Java
qui va avoir le nom. Fait que si on va se créer une classe, mettons rectangle, qui va être capable de représenter un rectangle. Fait que je peux faire une nouvelle classe, j'y donne un nom, on va l'appeler rectangle. Là, je peux voir ici que j'ai plein de possibilités. Nous autres, on veut vraiment une classe. Fait qu'on peut voir ici que ça a créé, tu aurais pu le créer toi-même, un nouveau fichier rectangle.java. Puis à l'intérieur, on a une nouvelle classe. Puis on peut voir ici que les mots-clés pour déclarer une classe, ça va être le mot-clé public. On va voir qu'il y a d'autres modificateurs d'accès possibles, mais pour l'instant, ça va être public. Ensuite, il y a le mot-clé class, ça, on n'a pas le choix de mettre ça. Puis ensuite, on a le nom de notre classe qu'on veut avoir. On a ensuite des accolades ouvrantes et fermantes. Fait que ça ici, c'est la classe. Donc, si je roule mon programme principal, là, okay, ça fonctionne tout aussi bien. Okay? Il n'y a pas eu de problème avec ce code-là. Ici, on a une classe qui existe et qui est fonctionnelle. Okay? Donc, même si je veux, je pourrais avoir ici la représentation de mon rectangle qui va utiliser ma classe rectangle. Okay? On voit qu'il est capable d'aller voir le lien, puis il n'y a pas de problème. Donc, on est capable d'avoir une classe rectangle juste avec le public class. Une fois qu'on a la classe elle-même, bon, ça va être intéressant évidemment de rajouter des choses dans cette classe-là. On avait dit que dans les objets, donc on se souvient ici dans notre présentation des classes puis des objets, le but de la classe, c'est d'être une espèce de descripteur d'un élément précis. Puis une fois que j'ai la description, une fois que j'ai ma recette, une fois que j'ai écrit la classe, je vais pouvoir avoir des instances de la dite classe. Donc, quand je travaille avec ça, je vais avoir dans les instances deux parties aux instances dans mes objets. La première, ça va être les variables d'instance. Donc, les variables d'instance, c'est des variables, okay, donc des données, des valeurs, des caractéristiques, avec laquelle je vais pouvoir dire, ben, cette instance-là a telle caractéristique. Celle-là va avoir les mêmes types de caractéristiques, mais avoir des valeurs différentes. Donc, mettons ici, je veux représenter un cercle. Ben, les cercles, je sais que c'est représenté par un rayon. Mais un premier cercle peut avoir un rayon de 1, puis un autre cercle peut avoir un rayon de 10.5. Mais je sais que les deux vont avoir un rayon, c'est certain. Donc, les variables d'instance, le but, c'est de représenter différentes valeurs qui sont caractéristiques à la classe que je suis en train de décrire. Donc, je veux essayer de créer une classe rectangle. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner des positions. Juste ici, pour faire ça plus simple, on va se donner des positions avec des entiers. Okay? Fait que on veut rajouter différents éléments. Fait que ici, il va y avoir dans la syntaxe pour les variables d'instance, il y a deux éléments minimum. Fait qu'il va y avoir le type, un peu comme une déclaration de variable. Puis il va y avoir le nom de la variable d'instance que je veux rajouter. Je peux aussi rajouter un modificateur d'accès, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec la classe. On va voir tantôt pourquoi, qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on veut écrire, puis comment on va l'écrire. Mais pour l'instant, puisqu'on ne sait pas c'est quoi les modificateurs d'accès, on va juste mettre ça de côté. Ici. Donc, j'ai maintenant une classe rectangle, puis à l'intérieur de cette classe-là, j'ai 4 variables d'instance. Fait que si je veux tester ça, je peux retourner dans ma classe main, puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer une instantiation de mon objet. Donc, on avait vu que quand on veut utiliser un objet,
il faut créer l'objet de toute pièce. Puis pour ça, on utilise le mot-clé new. OK. Donc, quand j'écris ça, je choisis ça. Ça s'exécute. Ça fait des choses. On voit que c'est fonctionnel. Puis à partir de là, moi, je peux commencer à faire des choses intéressantes avec cette classe-là. Avec cet objet de cette classe-là. Donc, je peux, avec le point, accéder aux différentes variables d'instance qui existent à l'intérieur. Donc, en utilisant le point dans IntelliJ, lui, il va directement aller voir c'est quoi la référence à la classe, puis il va me permettre de commencer à utiliser les différents éléments à l'intérieur. OK? Ici, si on décide de faire afficher le contenu de ça. Donc, on peut voir ici que j'ai réussi à créer un rectangle. Avec la création du rectangle, j'ai réussi à y assigner un élément dans sa variable d'instance. Puis, j'ai pu utiliser le contenu de cette variable d'instance-là pour le faire afficher dans un programme qui n'est pas celui qui est la classe que j'ai créée. Si j'essaye d'aller changer à un élément qui n'est pas défini dans la classe, ben ça ne marchera pas. Donc là, on peut tout de suite voir, c'est en rouge, là. Mais quand ça va essayer de le compiler, on peut voir ici, hey, Z3, c'est pas un symbole qui existe. Donc c'est pas ni une variable d'instance, ni une méthode qui existe dans rectangle. Donc fix tes shit. Ça devrait pas être ça. On utilise X1, ça va bien. Une fois qu'on a ce principe-là, on peut commencer à travailler sur les différentes méthodes. Donc, une fois qu'on a nos variables d'instance, on peut commencer à travailler sur les méthodes de la classe. Donc, les méthodes, ça s'apparente au comportement. Donc, c'est les actions que la classe peut faire. Pour être capable de faire ça, ben, il va falloir décrire différentes méthodes à l'intérieur de notre classe. Donc, on va retourner dans notre classe rectangle, puis on va aller écrire des méthodes à l'intérieur de la classe. Comment est-ce qu'on écrit ça? Ben, ça s'apparente à écrire une description d'une fonction, si vous avez fait des langages procéduraux. Donc, pour avoir une méthode, on va avoir encore une fois le même principe de modificateur d'accès. Donc, je peux écrire public, je peux écrire rien, mais il me faut un type de retour. Il me faut le nom de la méthode. Puis, en passant, si le type de retour est vide, donc si on ne retourne rien, on peut mettre void. Puis, après ça, on peut avoir entre parenthèses des valeurs pour notre élément, donc les valeurs de paramètres d'entrée. On a nos accolades, puis à l'intérieur des accolades, ben là, je vais pouvoir écrire le code que je veux avoir pour réussir à faire ce que je veux faire avec ma méthode. Là, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui est nouveau avec les classes puis la programmation orientée objet, c'est que habituellement, quand on travaille avec les méthodes sont encapsulées dans leur propre contexte. Okay? Donc, habituellement, quand on écrit une fonction, une méthode, ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction-là ne peut pas avoir un effet sur n'importe quoi qui est à l'extérieur. Quand on travaille en programmation orientée objet, il y a une chose qui est différente, qui est fondamentalement différente. Donc, c'est à l'intérieur des méthodes, j'ai un accès aux variables d'instance, puis n'importe quelle modification de ces variables d'instance-là vont rester même après l'utilisation de la méthode. Donc ici, même si la méthode ne retourne rien,
OK, donc le type de retour, c'est void. Si je décide de modifier les éléments à l'intérieur, ben, ça va faire en sorte que quand je vais utiliser une instance de rectangle puis que je vais appeler la méthode move, ben, ça va aller chercher les variables d'instance, les modifier puis les laisser modifier. Fait qu'on va aller faire un petit exemple de ça. Donc, j'avais mis mon x1 à 45, j'ai fait afficher mon 45. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre move. Donc, ici, on peut voir que il a déjà vu que j'ai modifié ma classe, puis que j'ai maintenant la possibilité de faire un move qui me demande un delta x puis un delta y. Donc, je peux rentrer un delta x, delta y. Puis, une fois que j'ai fait ça, je peux mettre la même commande en dessous. On va rouler ça. Puis on va voir que ça va afficher le 45 le premier coup. Puis après le move, ben, la variable d'instance a été modifiée. Puis ça fait en sorte que ben, ça a été déplacé de 3 en x, donc ça tombe à 48. Ok, parfait. Excellent, excellent, excellent. Avant de parler des constructeurs, par exemple, on va aller voir les différents modificateurs d'accès. Easy. Fait que quand on travaille avec les différentes classes, donc au niveau de la classe, au niveau des méthodes, au niveau des variables d'instance, je peux avoir un modificateur d'accès. Le modificateur d'accès va nous dicter qui a le droit d'avoir un accès à cet élément-là, qui a le droit de l'utiliser, qui a le droit de savoir qu'il existe. Donc, quand c'est public, okay, ben ça veut dire que n'importe qui a le droit d'y avoir accès. Ça veut dire que je peux l'utiliser, puis ça ne dérange pas d'où je viens, je peux avoir un accès avec ça. Au contraire, quand j'utilise le private, ben le private va faire en sorte que l'élément peut seulement exister à l'intérieur de la classe. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ben ici, on va faire une différence, puis on va rajouter ici le mot-clé private. Là, je veux faire... comme ça. Oups, j'ai cliqué une fois de trop. OK. Donc, on va mettre le mot-clé private à l'avant de tous mes éléments. Qu'est-ce que ça va changer, ça? Ben, si je regarde ici dans mon main, en mettant le mot-clé private, on peut voir que maintenant, il est plus content d'avoir le x1 à l'intérieur de ma classe main. Pourquoi? Parce que j'ai fermé l'accès à x1 pour que ce soit seulement disponible à l'intérieur de la classe. Donc, si je regarde ici, l'utilisation des x1 dans mon move n'a pas de problème. Mais quand j'ai mes variables d'instance, ça ne marche pas. Fait que, on va voir que en Java, on va vouloir représenter la majorité des variables d'instance comme étant des champs privés. Fait que ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va avoir
des méthodes qui sont des mutateurs et des accesseurs. Okay? Donc en anglais, puis c'est la prononciation que vous allez entendre le plus souvent, c'est des getters puis des setters. Donc des méthodes que leur seul but, c'est d'avoir un accès direct à la variable d'instance. En fait, c'est tellement reconnu, okay, que IntelliJ va nous aider à les faire. Donc, premièrement, si, admettons, je veux aller avoir une nouvelle méthode pour être capable de changer mon X1, ben, je peux voir ici que si je commence à marquer 7, okay, c'est le nom typique que cette méthode-là va avoir, 7 suivi de la variable d'instance. Je peux voir que lui, il l'a déjà auto-complété, puis si je fais une auto-complétion, il va automatiquement compléter ce que j'ai besoin. Ici, on a une deuxième manière de le faire afficher. Donc, si on fait un clic droit, on a l'option Generate. Puis l'option Generate, ça va faire en gros les affaires qui sont souvent typiques par rapport à une classe. Fait que ici, si je regarde, je demande qu'est-ce que je veux générer, ben je vois que j'ai une option qui est les getters puis les setters. Fait que quand je fais ça, je peux voir qu'est-ce que je veux avoir comme getter et setter. Je peux toutes les sélectionner si je veux. Je peux juste sélectionner le X1 et le X2. Puis en cliquant sur OK, ça va automatiquement faire les différentes méthodes que j'ai besoin. Donc, la majorité des variables d'instance qu'on utilise dans les classes vont être privées par défaut. Okay? Donc, c'est la méthodologie qui est utilisée dans le design de Java. Donc, on va avoir plein de getters et setters qui viennent avec. Ici, on a un autre point intéressant. Oui, dernière chose. On a le dernier mot-clé qui est le protected. Le protected va être privé au niveau du package. Donc, au niveau du paquet, on va regarder comment le paquet ça marche, mais en gros, un paquet, pensez-y comme étant un dossier qui contient plusieurs fichiers. Donc, en ce moment, le package, c'est ce dossier-là. Donc, n'importe qui serait dans le dossier, c'est capable de voir et utiliser les différentes variables. C'est pas super utilisé. Les deux qu'il faut savoir, c'est le public puis le private. Parfait. Ça, on va les voir tantôt. Fait que je voulais aller ici à un autre élément intéressant. Donc, si je retourne, puis je vais voir le setter de X1. Pardon, je viens de me frapper le micro dans la figure. Donc, on a ici une méthode qui permet de setter la variable d'instance X1. Donc, je peux voir ici que j'ai une méthode, ça ne retourne rien, c'est une méthode publique, je peux faire setX1, puis en fait, ici, ce que je voudrais utiliser à la place de X1, ça serait setX1 avec 45 comme valeur à l'intérieur. Puis derrière, si je voulais, ben je pourrais dire j'ai besoin d'un getter pour mon... Oups. J'ai dit j'ai besoin... Aussi, on a celui-là qui est... On va les garder ensemble. Parfait. Fait que moi j'ai dit je veux un getter pour mon X1. Fait que celui-là va me permettre de dire, ben, à la place d'aller chercher la valeur, je peux juste aller chercher le getX1 qui va me permettre de refaire mon programme comme j'étais tantôt, mais avec des variables d'instance privées. Donc ça ne change rien dans l'exécution, ça va bien. Excellent. On a ici un phénomène intéressant qui est l'utilisation du this. Donc, le principe du this,
c'est pour faire référence à l'instance courante. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé majoritairement de manière automatique, mais que parfois, il va falloir l'utiliser pour représenter puis travailler avec des ambiguïtés. Donc, le principe ici, c'est que quand je fais move, OK, puis que j'utilise des X puis des Y, ça va bien, le DX puis des Y sont utilisés ici, pas de problème. Mais le principe que j'utilise le X1 ici, le X1 il sort de nulle part. Donc, quand on a un élément qui sort de nulle part, puis qu'en fin de compte, c'est une variable d'instance dans ma classe, ce qui arrive derrière les rideaux, c'est qu'en fait, on a toujours une référence à l'objet qui s'appelle this. Puis on a vu que pour utiliser une variable d'instance, qu'est-ce qu'on met? C'est le nom de l'objet, point le nom de mon élément. Fait ici, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ça qui est utilisé. Ok, donc même si je mets juste marqué x2, derrière, lui, ce qu'il lit quand j'écris juste x2, c'est, ben, en fin de compte, c'est la référence de l'objet courant qui s'appelle this en Java, puis qui va chercher le contenu dans la variable d'instance x1. Fait que dans la majorité des cas, on n'est pas obligé de le mettre, parce qu'il va essayer d'inférer que c'est la variable d'instance qu'on voulait parler, puis on n'aura pas besoin de mettre le this. Mais on a des cas particuliers. Comme ici, j'ai ma méthode setX1 qui reçoit un paramètre qui s'appelle x1. Mais là, ça va causer problème. Là, parce que j'ai le paramètre x1 qui a le même nom que le nom de ma variable d'instance. Fait que quand je vais utiliser x1 ici, là, il va prendre lequel par défaut? Ben, en Java, il y a toujours une priorité sur l'élément le plus local, l'élément le plus spécialisé, l'élément le plus comme creux de mon arborescence. Fait que dans ma classe, j'ai des variables d'instance. Puis là, je suis dans une petite méthode, puis dans la petite méthode, je suis en train de parler de x1. Fait que si je suis en train de travailler dans la méthode, ben, il va utiliser cet élément local-là pour représenter x1. Fait que si je veux parler à la variable d'instance, ben, il va falloir que je spécifie explicitement que je veux travailler dans la variable d'instance, donc je vais utiliser le this.x1. Donc ça nous permet de voir la différence entre juste le x1 puis le this.x1. Ensuite, quand on veut travailler avec des objets, souvent, ce qui va être utile, ça va être d'avoir des constructeurs. Okay? Donc, qui va nous permettre de, quand je construis l'objet, quand je déclare un nouvel objet, quand je veux avoir, mettons, un nouveau rectangle, ben peut-être que quand je fais ça, ça serait intéressant d'avoir tout de suite une manière de modifier, d'assigner tous mes points x1, x2, y1, y2. Fait que pour être capable de faire ça, il faut avoir ce qu'on appelle un constructeur. Donc le constructeur, hein, c'est en fait qu'est-ce qu'on utilise avec le new par la suite. Là. Okay, donc j'utilise le new, puis la méthode qui a le même nom que le nom de la classe, c'est ce qu'on appelle le constructeur. Ici, on va revenir, puis on va aller chercher la partie sur le constructeur. Fait que le constructeur, c'est une méthode spéciale. Okay? Donc, c'est pas moi qui décide le nom, c'est automatiquement le même nom que la classe. Puis, ce constructeur-là, dans sa syntaxe, il n'y aura pas de retour. Le constructeur, c'est aussi quelque chose qui est très souvent utilisé. Fait que si on refait notre generate de tantôt, on voit que la première option, c'est de générer un constructeur. Parle-moi de ça, j'aime ça pour avoir besoin de travailler. Fait que ici, ça nous dit, ben, le constructeur, souvent, son but, c'est d'initialiser. Ben, le constructeur, son but, c'est d'initialiser les différentes variables d'instance. Souvent, ce qui va arriver, c'est on peut développer un constructeur. Je ne voulais pas dire construire un constructeur, ça sonne mal.
Donc, développer un constructeur qui va recevoir les valeurs initiales puis les assigner dans les variables d'instance. Fait que ça nous dit, on va construire un constructeur. Quelle variable veux-tu qu'on initialise avec ça? Puis on a ici notre constructeur. Donc ici, très important, on a un constructeur qui est public. On n'a aucun retour. Et le constructeur a le même nom que le nom de la classe. À partir de là, je peux avoir autant de paramètres que je veux. Ok, ça ne dérange pas. Mais là, ici, on va utiliser les mêmes paramètres qu'il a par défaut. Puis on voit ici que le seul but du constructeur, c'est de réassigner tous les éléments un après l'autre. Fait que ça fait en sorte ici que je peux on va tasser ça un petit peu pour mieux voir. Fait qu'on peut voir ici ah ouais, là, il faudrait peut-être que j'enlève mon X1, ça serait plus intéressant. On va rerouler ça. Fait que j'ai mis un rectangle qui commence à 34, puis on peut quand même le bouger, puis à partir de là, on peut quand même aller chercher le 37 qu'on avait auparavant. Donc, on est capable de avoir la construction de notre objet sans problème. On a la possibilité d'avoir des méthodes qui ont le même nom, mais qui n'ont pas le même nombre de paramètres. Donc ici, en fait, je peux avoir un autre constructeur mais celui-là va avoir aucun paramètre d'entrée. Puis admettons, je dis, ben, si je ne fournis pas de paramètres d'entrée, ce que je veux, c'est que toutes mes valeurs soient à 10. Okay, donc ça, c'est complètement arbitraire comme décision, là. Donc là, ici, j'ai deux méthodes du même nom, mais qui n'ont pas la même liste de paramètres. Donc, tant qu'ils n'ont pas la même liste de paramètres, ils peuvent coexister sans problème. Donc, si on retourne dans notre main, puis je décide de créer mon rectangle, ben ici, quand j'essaie de exécuter ça, on peut voir que le X1 initial était bien à 10, puis qu'une fois qu'on l'a bougé, il retombe à 13. Donc, on n'a pas de problème, on est capable d'avoir différents constructeurs avec le même nom. Parfait, 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 parfait. Excellent. Fait que on va regarder ici le principe des packages. Donc, quand on avait utilisé des classes la semaine passée, on les avait importées avant d'être capable de les utiliser. Donc ici, si je m'en vais dans mon main, puis j'essaie d'utiliser mon scanner, mettons, qu'on utilisait, je peux voir ici que j'ai dû importer le scanner d'un autre package. Donc on peut penser à un package comme étant un dossier, ok? Puis dans le dossier, il y a un paquet de classes que je peux utiliser. Mais quand je ne suis pas dans le même dossier, je ne suis pas capable de voir ce qu'il y a dans les autres dossiers par défaut. Donc le import, c'est un peu comme je m'en vais ouvrir le dossier pour voir les éléments que j'ai besoin pour être capable de les utiliser. Le but de ça, c'est d'être capable de travailler sur des projets
sans avoir à connaître tous les noms des classes, de tous les éléments, de toutes les librairies qui existent. Parce que la semaine passée, on utilisait une classe rectangle qu'on avait importée, mais là, je viens d'en créer une classe rectangle, puis c'était ma propre implémentation, qui n'était pas la même que celle qui était fournie dans la librairie. Donc, j'ai eu le droit de nommer ma classe rectangle, même s'il y avait une classe rectangle qui existait déjà dans un autre package, parce que par défaut, les packages ne se connaissent pas entre eux. Pour être capable de découvrir le contenu d'un package, il faut utiliser la commande import. Comment est-ce que les packages fonctionnent? Comme j'ai dit, c'est très sensiblement comme des dossiers, mais à la place d'avoir des... Mettons, quand tu as des slash là, dans l'explorateur de Windows ou dans ton Finder pour représenter les dossiers, ben, en Java, on utilise les points pour représenter une arborescence de paquets. Fait que ici, la classe scanner est dans le dossier de paquet Java, dans le sous-dossier utile, puis finalement, je peux importer la classe scanner à partir du package java.util. Fait que si moi je voulais utiliser ma classe, okay, dans un autre projet, ben il faudrait que je sache premièrement ma classe rectangle et dans quel package. Donc on peut déclarer nous autres mêmes le nom du package. Puis comment est-ce que ça marche? Okay, la convention, c'est qu'on se donne un nom par rapport à un domaine web qui nous appartient. Comme ça, c'est comme une espèce d'identificateur unique que personne d'autre peut avoir. Fait que moi, mon site, il est sur hololink.org. Puis les packages Java utilisent une espèce d'arborescence inversée. Fait que ici, moi j'utilise les packages org.hololink, un nom de projet que je suis en train d'utiliser. Fait que ici, on peut voir que j'ai créé le package org.hololink.ie911 pour être capable de mettre toutes mes classes que je suis en train de faire pour le cours en même temps. Fait qu'admettons que j'ai un autre projet. Dans cet autre projet-là, je voudrais utiliser ma classe rectangle. Ben, il faudrait que je fasse un import org.hololink.ie911.rectangle pour être capable de l'utiliser correctement. Parfait. Fait que ça, c'est bon par rapport au pactage. Dans les modificateurs, il y en avait deux qui sont un peu spéciales. Donc, on va enlever pour l'instant l'utilisation de scanner. Donc, vous avez pu voir en fait que quand on a le mot-clé main, on a un autre élément qui est le statique. Donc, le statique permet d'avoir quelque chose qui est géré au niveau de la classe plutôt qu'au niveau des instances. Fait que le principe du mot-clé statique, c'est de se dire, admettons qu'on reprend notre représentation des classes comme étant une recette. Okay? Fait que je dis, j'ai faim, okay, j'ai une recette de gâteau. Puis, avec la recette de gâteau, je ne peux pas rien faire de tangible. Okay? Si j'ai juste ma recette de gâteau, si j'ai juste ma classe qui représente des gâteaux, j'ai toujours faim. Si je veux être capable d'arrêter d'avoir faim, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne ma recette, puis que je crée des gâteaux avec cette recette-là. Donc, je vais avoir des instances de ma recette. Donc, je vais avoir des objets, mon premier gâteau, mon deuxième gâteau. Chaque gâteau va avoir son propre type de glaçage, puis chaque gâteau va avoir un nombre de pointes restantes. Okay? Fait que si je mange la moitié de mon premier gâteau, le deuxième gâteau, il est encore intouché, ça va bien. Mais admettons que je veux savoir, j'ai créé combien de gâteaux au complet. Donc, c'est une information qui n'a pas sa place dans les gâteaux individuels. C'est une information qu'il faut qu'il existe sur la recette. Il faudrait que comme je mette un petit X sur la recette à chaque fois que je vais avoir un gâteau de fête. Donc, quand j'ai besoin d'avoir une information au niveau de la recette que je peux toujours avoir accès,
c'est quelque chose de statique. Fait qu'en fait, la classe main, ce qui est la méthode main, c'est une méthode qu'on dit statique pour indiquer que cette méthode-là va exister en tout temps avec la classe, même si on n'a pas d'instance. C'est ça qui nous permet de l'exécuter avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui se passe. C'est notre point d'entrée. On a un deuxième mot-clé, qui est le mot-clé final, qu'on avait vu quand on avait parlé des variables. Donc, quand on déclare quelque chose de final, c'est que ça devient non modifiable. Donc, je peux déclarer, mettons, une variable final, je l'assigne une fois, puis à partir de là, je ne suis plus capable d'y toucher. Parfait. Fait que ça va bien de ce bord-là. On va parler un petit peu de la documentation. Donc, la documentation vient intrinsèquement avec une application qui s'appelle Javadoc. Donc, si vous avez déjà fait des cours de programmation, sûrement que vous savez qu'on vous demande de faire de la documentation, des commentaires avec votre code. Donc, habituellement, des entêtes de fonctions, des entêtes des différents modules, dans ce cas-ci des classes, puis des commentaires à l'intérieur qui expliquent le contenu de ce qui se passe. Ben, Javadoc, ça va nous aider pour tout ce qui est au niveau des entêtes. Donc, le but de Javadoc, c'est d'avoir une syntaxe prédéfinie pour bien représenter des éléments, puis une manière de générer cette documentation-là, facile et conviviale, qui va nous permettre de avoir une documentation externe, facile et agréable à consulter. Fait que le principe de Javadoc, puis encore une fois, en utilisant IntelliJ, ça nous permet d'avoir des gestions automatiques de la majorité des choses qui seraient longues à faire. Donc, habituellement, mettons que j'ai un commentaire ici, je veux mettre des commentaires pour ma méthode move. Donc, je veux indiquer qu'est-ce qui se passe avec ma méthode move. Les commentaires de Javadoc commencent avec le \étoile, mais on a un deuxième étoile. Donc, le deuxième étoile va indiquer que c'est un commentaire Javadoc. Puis si je commence un commentaire comme ça avec IntelliJ, lui, il va automatiquement aller chercher le contenu de la fonction, puis il va aller construire le Javadoc de la bonne manière pour que ça représente bien qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire avec cet élément-là. Fait que quand j'ai ça ici, je vais avoir la description de la fonction. Donc ici, on va dire bouge le rectangle avec des delta. Donc, on peut voir que lui avait tout mis les éléments par défaut. Donc, on peut voir qu'il y avait un A commercial avec un param, avec le nom du paramètre. Puis après ça, c'est à moi de venir remplir les éléments contextuels pour bien indiquer le Javadoc. Donc, on a ici un peu les mots-clés principaux. Encore une fois, IntelliJ va te montrer automatiquement à chaque fois que tu vas essayer de faire un commentaire en Javadoc. Une fois que tu as réussi à faire ça, il faut que tu génères cette documentation-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas juste rester dans le code, ça va pouvoir devenir un document à part que tu peux consulter. Donc, encore une fois, IntelliJ va venir nous aider avec ça. Donc, dans les outils, on a un bouton pour générer la Javadoc. Pour générer la Javadoc, toutes les options sont bonnes. Il faut juste se donner un dossier par défaut qui va contenir mes éléments. Donc ici, on va dire, mets ça dans le dossier doc. Je ne sais pas s'il va le prendre directement. On va voir ce que ça donne. Tu l'as-tu mis quelque part? Non, tu ne l'as pas mis. On va le mettre... On va te mettre... Il faudra peut-être que je crée le dossier d'avance. Ça serait intéressant. Ok, on va le mettre comme ça. Tu peux aussi cliquer sur Browse puis aller chercher le dossier de manière absolue, mais là, ça me tente d'essayer de voir si
on est capable de le sortir directement dedans. Donc, on va le mettre en patte absolue. Mes tentatives n'ont pas eu bonne allure. Parfait, on va aller dans le projet. Puis on va aller dans le dossier doc. Fait que va-t'en mettre ça là-dedans. Puis automatiquement, il devrait l'ouvrir ici. Fait que on peut voir ici que ça va générer de la documentation sur le projet que je suis en train de travailler. On peut voir que ça a automatiquement détecté les deux classes. Si je vais voir ma classe rectangle, je vais voir toutes les différentes méthodes qui sont disponibles là. OK. Excellent. Ah, il aurait fallu que je la mette publique pour que ça marche. Donc on va régénérer notre petite affaire. Fait qu'ici, le principe, c'est que ça va juste chercher certaines méthodes, pas toutes. Puis ici, on peut décider cela par défaut. Fait que par défaut, on peut voir que les protected puis les publics étaient marqués. Moi, en n'ayant marqué rien, c'était une méthode protected. OK. Fait que ça m'a rouvert un nouveau tab. Puis dans cette tab-là, j'ai mon move. Puis je peux voir que les descriptions que j'ai écrites sont disponibles là et utiles à la lecture. Je peux aussi avoir la liste des différentes méthodes avec leur description que j'ai écrite auparavant. Donc, c'est la même documentation que vous allez lire quand on vous demande de représenter une classe. Ben, ils ont utilisé le Javadoc, eux autres aussi. Là. Donc, dans le monde de Java, tout le monde utilise ça pour faire la documentation des différentes classes. Parfait. Dernier point de la journée. Donc, les IDE, on est déjà en train d'utiliser IntelliJ, on est bon avec ça. Ça va être le principe des tests unitaires. Donc, je vous ai fourni des tests unitaires quand on travaillait avec les différents exercices, mais vous allez être capable de créer vos propres tests unitaires quand vous créez des classes. Donc, le principe des tests unitaires, pour être capable de les créer, la manière la plus simple avec IntelliJ, c'est qu'il faut se créer un dossier de test. Puis il faut dire à IntelliJ, va mettre les tests là-dedans. Fait que je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. On a notre projet ici, donc on va se créer un dossier de test. Donc on a un nouveau dossier qu'on appelle test. Mais par défaut, même si le dossier de test est là, il ne sait pas que les tests s'en vont là-dedans. Fait que nous, il faut aller dire à IntelliJ, hey, ce dossier que j'ai appelé test, va mettre les tests dedans. Donc pour faire ça, on va aller regarder l'icône en haut à droite qui va aller regarder la structure du projet. Donc c'est là que je vais pouvoir dire, hey, le dossier test est utilisé pour les tests. Fait que j'ouvre la structure du projet, puis je vais aller voir les différents modules. Donc je peux voir ici que j'ai mon projet qui est ici, j'ai mon arborescence, puis je peux voir ici que j'ai différents types de dossiers possibles. Je peux voir que quand c'est en bleu, c'est supposé représenter des sources. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon dossier source? C'est mes points Java. Ça fait du sens. Quand j'ai créé mon projet personnel, j'avais aussi un dossier out. Donc, quand ça compile les fichiers et que ça fait plein d'affaires durant l'exécution, ça va tout mettre ça dans out. Puis, on peut voir que c'est quelque chose qui est supposé être exclu. Donc, c'est juste utilisé durant l'exécution, durant la compilation. C'est pas quelque chose qu'il faut que je sauvegarde, là, mettons, quand je transfère mon projet d'une place à l'autre. Ben, je peux voir ici que j'ai un dossier test qui est en vert. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir sélectionner mon dossier test dans mon arborescence, puis sélectionner l'utilisation de ce dossier-là comme étant un dossier de test. Puis je peux voir qu'il est maintenant d'un beau vert gris pâle. On clique sur OK, puis on a maintenant un dossier de test. Pour être capable de générer un test, on a une librairie
qui s'appelle GUnit, okay, qui est la librairie la plus utilisée pour les tests. Il y en a quelques-unes d'autres, mais c'est majoritairement GUnit. Donc, moi, je vais vouloir écrire des tests, admettons, pour ma classe rectangle. Fait encore une fois, IntelliJ va venir nous aider. Puis, si on régénère des choses, donc on avait généré le constructeur, on avait vu le getter puis le setter, je peux voir ici que j'ai la possibilité de générer des tests. Donc, je vais cliquer là-dessus, je veux générer des tests. La première fois que tu vas générer un test dans un projet, le test, la librairie de test n'a pas encore été téléchargée avec le projet. Donc, tu peux voir ici que ça dit « Hey, le GUnit, il n'est pas dans ton module. Veux-tu fixer ça? » Fait qu'on va cliquer sur « Fixe » la première fois, puis ça va me permettre de télécharger. Fait que là, ici, tu as une affaire, tu veux-tu télécharger ça? Oui, c'est la bonne, IntelliJ sait quoi faire. Et voilà, c'est en train de télécharger, c'est automatiquement rajouté dans mon projet. Ensuite, tout le setup par défaut est bon. On va dire, veux-tu créer des tests automatiques, okay, juste pour te préparer? Ben moi, mettons, je veux tester mon move, voir si c'est fonctionnel ou pas. Fait que je vais cliquer, fais-moi mon move, puis ça va me créer un test pour move. Fait que on fait OK. On voit ici que ça a automatiquement créé un nouveau fichier, okay, qui est dans mon arborescence de test. Je peux voir ici que celui-là importe un paquet d'affaires qui est utile pour les tests. Puis, ce que je peux voir, c'est que j'ai une classe. Puis, à l'intérieur de la classe, j'ai une annotation. Donc ici, quand j'utilise des tests, il va falloir que j'annote les différents tests avec le mot-clé A commercial test. Après le mot-clé A commercial test, je vais avoir une méthode que je vais pouvoir utiliser comme méthode de test. Fait que là, ici, ça en a créé une automatiquement, mais le nom que j'y donne a vraiment pas d'importance. OK? À partir de là, IntelliJ, encore une fois, est assez intelligent pour voir que c'est un test, puis va pouvoir exécuter tous les tests qui viennent avec. Ça te donne, comme on avait vu ensemble, les résultats des tests. En ce moment, le test est vide, il va juste passer. Okay? Parce que, en l'absence de problème, c'est que ça va bien. Fait que je peux voir ici, ben, dans les tests, il y avait un test avec rectangle test, puis à l'intérieur, il y avait un test qui s'appelait mon test, puis il a passé. Ça va bien. Comment est-ce que je fais pour tester des choses? Fait que le principe fondamental, c'est qu'on va utiliser des asserts. Donc, c'est une méthode qui permet de détecter une condition. Si la condition est bonne, tout va bien, il ne se passe rien de mal. Par contre, si la condition ne marche pas, ça génère une erreur, puis ça fait en sorte que le test ne va pas passer, le test fail, puis on va pouvoir voir le résultat de ça. Fait que toutes les fonctions qui viennent avec GUnit commencent avec le mot assert. Fait que on a un paquet de assert possibles. OK? Donc, celui-là qui est le plus typique, c'est le assert equals. Donc, le assert equals va être capable de comparer deux éléments. Donc, qu'est-ce qui est attendu, puis le résultat réel que j'ai calculé. Fait que, mettons ici, si on y va, puis on ne touche même pas encore un rectangle, là, je vais dire, est-ce que 4, c'est 4? OK, fait que si je reroule ce test-là, on voit que ça passe. Excellent. On va changer la donne. Si je dis, je m'attendais à 4, mais je te donne 5. On va essayer d'exécuter ce test-là. Il y a eu un problème. Fait qu'on peut voir ici que quand on a un problème, ça va te le dire c'est quoi qui s'est passé. Hey, je m'attendais à 4, tu m'as donné 5. Tu peux même, si c'est des grands textes, là, tu peux même voir la différence entre les deux dans une fenêtre différente. Fait que là, le principe, c'est que tu peux, à partir de là,
aller voir, toi, dans ta classe, dans ton implémentation, est-ce qu'il y a des choses qui se passent. Fait que, mettons ici, on veut tester le move. OK? Fait que ce que je veux faire, c'est me créer un rectangle. Parfait. Puis, mettons, on lui donne rien. Comme ça, il va être à 10, 10, 10, 10. Je dis, parfait, je veux que mon rectangle bouge de 3, 5. Puis là, je vais dire, je m'attends à ce que mon X1 soit à 13. Fait que je vais dire, va chercher mon X1 après ça. Attends-toi qu'il soit à 13. On exécute ça. Paf, ça passe les tests. Ici, pour bien prouver que ça donnait quelque chose, là, si je change ça puis je donne une valeur erronée, on voit que c'est non fonctionnel. Lui s'attendait à 10, puis je lui envoyais 13 avec mon move. Donc on peut voir ici l'utilisation de classes de test pour être capable de valider le fonctionnement d'une classe que j'aurais faite. Excellent, excellent, excellent. Parfait, parfait, parfait. Fait que ça couvre la partie magistrale d'aujourd'hui. De ce que je vois, vous n'avez pas beaucoup avancé sur les exercices de la semaine. Vous avez pas mal concentré sur le travail évalué de hier. Puis ça vous a pris la majorité de la période. Fait que je vais transformer le restant de la période d'aujourd'hui en période de laboratoire pour que vous puissiez avancer sur les différents exercices de la semaine.